Oui, Fabien, Fabienne. Darsou, c'est Fayenne. Yes, t'as raison, Anaïs. Bref. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, et bonsoir, messieurs. Bon, alors Bernie nous a enlevé notre Grand Prix national en 2009, mais c'est pas fini, on n'a pas dit notre dernier mot. En effet, pour nous, les Français, quand tu parles du Grand Prix d'Azerbaïdjan ou de Bahreïn, on se marre bien quoi, zéro culture auto, et puis le français là-bas, t'oublies quoi. Mais quand tu commences à parler Canada, du Québec, du Montréal-Madrid... Mais non, c'est un club de foot, ça. Bon, on le fait ou quoi, ce topic? Bon, d'accord. Bon, salut les petits clous. Moi et une invitée de marque. Me demandez pas quelle marque, je sais plus qui c'est. Peut-être Marc Marquez, mais là on s'égare. Bon, bref. Là, c'est le topic du Grand Prix du Canada. Le petit monde de la F1 quitte donc l'Europe après un passage éclair, Barcelone et Monaco, et pose ses glingues au Canada. Et pas n'importe où, dans la région la plus francophone du continent américain, le Québec. Darsou, tu sens les chiffres? Oh mais oui, oui. Le Québec, cette magnifique province canadienne, s'étend sur 1 667 441 km², rendez-vous compte. Le recensement de l'année dernière dénombre 8 214 672 habitants. Le Québec est connu pour sa production massive de sirop d'érable et pour ses vedettes mondialement connues. Diane Dufresne, Fabienne Thibault, Claude Dubois, Félix Leclerc, Diane Tell, que des vedettes dans l'air du temps, quoi. Écoutons d'ailleurs le dernier titre du moment signé Jean-Michel le Québécois. Il y a dans le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Mais quand tu joues de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudot. Ils rêvent encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa, qui pensait peu, qui pensait pas. Ah, tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont danser sur le violon. Sont américains et elles sont américaines. La faute à Guidon, la faute à Napoléon. Mon pauvre Darsou, le Québec, c'est Céline Dion, Lara Fabian, Natacha Saint-Pierre. Mais la plus connue, c'est Céline Dion. Genre, tu connais une chanson de Céline Dion. Bah ouais, je t'aime. Comment te dire, c'est plutôt Lara Fabian. Céline, c'est des collabos d'enfer avec Goldman et ça donne ça. Pour que tu m'aimes encore, je sais pas, s'il suffisait d'aimer tout l'or des hommes. Et j'irai où tu iras. Les derniers seront les premiers dans l'autre réalité. Nous serons princes d'éternité. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, te porter la place, et bien pour te l'envoi. Oh, ça va, je vais avec mon temps, moi, au moins. Bon, dis donc, c'est pas que je m'ennuie, mais tu parles quand du Grand Prix? Et maintenant, je parle F1. Et premièrement, où est le circuit? Alors, le circuit Gilles Villeneuve, en hommage au petit prince de la F1, disparu tragiquement le 8 mai 1982 à bord de sa 126 C2 durant la séance qualif sur le tracé pourri de Zolder. Le circuit s'appelait Circuit de l'île Notre-Dame, la dite île où le circuit est situé à quelques kilomètres de Montréal. L'île est située au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, super connu.
Sur la grille, comme chacun sait, il y a l'inscription suivante. Salut Gilles. Montréal accueille la F1 depuis 1978, mais ce n'est pas le seul circuit à avoir accueilli un Grand Prix de F1. La question de la mort qui tue. Quels sont les autres circuits canadiens à avoir accueilli la F1 pour au moins un Grand Prix? Vous avez 5 secondes. Tape, c'est fini. Alors, les réponses, c'était Mosport Park et Mont-Tremblant. On leur donne des détails ou quoi, Nanaïs? Des détails. Bah ouais, enfin, tu vois. Mais non, on avait dit que ça resterait confidentiel. Je voulais simplement tenir ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon chemin. Bon, j'y vais. Non, Darsou, s'il te plaît, t'es vraiment pas cool. Je vois pas ce qu'elle a. Bon, ça lui passera. Donc la F1 débarque la première fois au Canada, la première fois donc en août 1967 à Mosport Park. Il tombe des hallebardes pendant le Grand Prix et c'est Blackjack qui remporte le jackpot avec sa propre caisse, une Brabham Repco s'il vous plaît. Ulm qui finit derrière son leader est le seul à être dans le tour du leader. Et devinez quoi? Il y avait 90 boucles à faire à l'époque et le circuit faisait 4 bornes. Lors de ce Grand Prix, Clark sur Lotus établit le record de 30 pole positions et Brabham est champion du monde des constructeurs. Le circuit était intéressant, vallonné rapide, mais l'hiver canadien a fait que... Puisque tu as payé, pourquoi tu retournerais pas au Canada? Pareil que c'est beau. C'est beau, mais l'hiver dure trop longtemps. Si la chaleur t'est indispensable, on peut trouver des papiers pour les tropiques. Seul papier qui m'intéresse, ce sont ceux de l'imprimerie nationale, avec la tronche de Blaise dans le coin. En 1968, la F1 déménage à Mont-Tremblant. C'est Ulm qui gagne sur McLaren devant Bruce, je sais pas. Mais pareil à cause de l'hiver canadien un peu rude qui massacre le bitume. Qui massacre le bitume. On l'a répété au moins 5 fois, Nanaïs. Bon, je reprends le relais. En 1969, retour à Mosport et victoire de X sur Brabham. Décidément, ce circuit lui réussit. Cette fois, Blackjack est deuxième. En 1970, retour à Mont-Tremblant, c'est une nouvelle fois X qui s'impose, mais sur Ferrari devant son équipier Regazzoni. Après ce Grand Prix, le tracé de Mont-Tremblant est définitivement abandonné et la F1 s'installe entre 71 et 77 à Mosport. Seule exception, pas de Grand Prix du Canada en 75. En 71 et 72, victoire de Jackie Stewart sur Tyrrell. En 73, c'est Revson qui l'emporte. Et en 74, c'est Fittipaldi, tous deux pilotes chez McLaren. En 76, c'est de nouveau une McLaren sur la plus haute marche. Mais cette fois, c'est le playboy de la F1 des 70s, James Hunt. Et en 77, la dernière édition à Mosport Park, c'est Scheckter sur Wolf qui s'impose. Wolf Alors, c'est l'histoire de Toto qui rencontre Suzy et qui... Une histoire de Toto à ton âge? Bah quoi, c'est drôle les blagues de Toto. Bon, sauf quand c'est Lewis qui trinque. Bref, bitume pourra, circuit jugé trop dangereux, etc., etc. Je vous passe les détails. La F1 prend ses clics et ses claques et se casse à Montréal dès 1978. Et là, c'est LE Grand Prix de la carrière du pilote Ferrari, Gilles Villeneuve. Villeneuve s'impose à domicile devant Scheckter sur Wolf, je vais arrêter mon jeu de mots, et Reutemann, son coéquipier chez les Rouges. Villeneuve devient un véritable héros national. Bravo Gilles. En 1979, Jones et Villeneuve se livrent une guerre sans merci, mais c'est l'Australien sur Williams qui s'impose devant Villeneuve. En 80, Jones gagne encore, et cette fois devant Reutemann, son coéquipier. Cette victoire permet à Jones d'être sacré champion du monde. En 81, c'est Laffite qui s'impose après 2 heures de course sous une pluie battante. Villeneuve est troisième pour sa dernière prestation à domicile. En 82, le circuit est donc rebaptisé en hommage à Gilles Villeneuve, et c'est Piquet qui s'impose lors de cette édition Riccardo Spaghetti. C'est Riccardo Paletti, pilote Osella qui trouve la mort en percutant Pironi comme un con qui a calé au départ. Et non, c'est pas drôle. Bon, je reprends l'affaire. En 83, c'est Arnoux qui gagne sur Ferrari. 84, Piquet s'impose devant les deux McLaren Boys, Lauda et Prost.
85, doublé Ferrari, Alboreto devant Johansson. Et en 86, c'est Mansell sur Williams qui termine premier devant Prost et son coéquipier et ami de toujours, Nelson Piquet, dédicace à Testarossa. En 87? Il n'y a pas eu de Grand Prix en 87. Mais pourquoi? Il y avait une horde de grizzlies sur la piste. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai! Si, je t'assure. Hein. Et en 88, il y avait trop de gel sur la piste et ils ont cru courir avec des skis. LOL. En fait, ça a été assez chaud entre Prost et Senna, mais c'est le Brésilien qui a eu le dernier mot. Mais bon, ils ont clairement mis une branle à tout le monde. L'édition de 89 restera dans les mémoires avec un doublé Williams-Renault, s'il vous plaît. Bout de scène devant pas 13. Et le podium sur Dallara de Crash Series. Je me suis trompé, hein, donc pour Loulas, c'est pas Tracy. En 90, toujours sur la pluie, Berger est en tête mais reçoit une pénalité d'une minute pour avoir anticipé le départ. La victoire revient donc à Senna. Ah là 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 là, Nanaïs, c'est pas Berger, c'est Berger. Bon, c'est pas grave. Désolé. En 91, Mansell a le champ libre et peut faire une méga opération au championnat, mais dans le dernier tour, Mansell ne serait pas Mansell, il s'amuse à saluer le public et sa boîte de vitesse rend l'âme. Il est obligé d'abandonner dans le dernier kilomètre et c'est le Carioca qui rafle la mise. Une victoire vraiment inattendue pour Nelson, sa dernière. Le podium est complété par Modena sur Tyrrell Honda, waouh, et pas Tracy. En 92, Berger envoie valser son oreiller et gagne la course, waouh. Et en 93, c'est une victoire de Prost. En 94, victoire de Schumacher sur Benetton. En 95, première et unique victoire d'Alesi en F1 sur Ferrari. Le même Alesi qui sera lâché par sa monture après avoir franchi la ligne et pris en stop par Schumacher. On suppose que c'est à partir de ce moment-là que les deux hommes ont eu l'idée d'échanger leurs caisses pour la saison suivante. En 96, victoire de Hill devant Villeneuve. Ce sera le meilleur résultat de Jacko à domicile. Jamais le fiston n'arrivera à réitérer l'exploit de son illustre ancêtre. La faute sans doute à des choix de carrière foireux. Tiens, ça me rappelle quelqu'un ça. Ah non, tu vas pas commencer. Mais si, non, bon allez, je continue. L'édition de 87 est marquée par le grave accident de Panis tandis que Schumacher gagne la course. 98, le départ est donné à 2 reprises. Wurz fout un bordel sans nom au premier départ tandis qu'au second c'est Trulli qui fait une attaque kamikaze sur Alesi et qui en fait a perdu le contrôle et il s'est ramassé comme une tanche. À noter l'excellente prestation de Fisichella qui finit second. En 99, Schum se vote dans le mur « Bienvenue au Québec », alias le mur des champions. Même punition pour Villeneuve et Hill. Au départ, grande retrouvaille, Alesi, Trulli et de nouveau un accrochage. En 2000, sous une pluie battante, Schum l'emporte devant Barrichello et Fisichella. Décidément, ce circuit a souvent souri à l'Italien du temps où il était chez Benetton. En 2001, c'est Schumacher qui s'impose, mais cette fois c'est le frangin. De 2002 à 2004, c'est Michael qui s'impose à chaque fois. En 2005, les 2 Renault ultra dominatrices sont out et c'est Raikkonen qui remporte le Grand Prix. En 2006, vengeance d'Alonso. En 2007, Kubica fait une envolée qui restera dans les annales. Oh, Anaïs, c'est à ton âge. Commencez à parler d'annales. Ah, décidément. Bref, Kubica fait un vol plané de la mort qui tue avec sa BMW Sauber et s'en sort indemne. Sa victoire, non. Sa voiture, non. Et l'année d'après, après le strike de Lewis sur Raikko, lui-même striké par Rosberg dans les stands, Kubica s'impose devant Heidfeld. En 2009, le bitume est dégueu, donc pas de Grand Prix. En 2010, doublé McLaren-Mercedes, Lewis devant Jenson, le best. Yes. Et c'est Kubica devant Heidfeld. Tu sais, Colgate. Enfin bon, on l'appelle Colgate. On l'appelait Colgate, mais bon. En 2011, attention, s'il y a un Grand Prix à voir dans votre vie, c'est celui-ci. Button a fait la course de sa life. Pas moins de 6 arrêts au stand pour des changements de pneus et une pénalité. Il s'accroche avec son coéquipier Hamilton. Là, je sens que Anaïs va sortir la Kalachnikov. Sort Alonso après une lutte musclée où la Ferrari finirait en équilibre sur un vibreur. Et il va se payer le luxe de niquer Vettel dans le dernier tour. Mais le véritable héros de ce Grand Prix, c'est le commissaire qui s'est cassé la gueule 2-3 fois en voulant ramasser un débris et en manquant de finir embroché par des F1.
En 2012, victoire sans partage du meilleur des meilleurs, Lewis Hamilton, devant Grosjean et Pérez. En 2013, Finger gagne enfin au Canada. Bon, pas la peine de préciser qui est Finger, et de toute façon, je pense que tout le monde s'en fout. Et l'année dernière, alors que Mercedes domine outrageusement le championnat, je vais y arriver, et que l'on prédit la victoire à Lewis, c'est finalement Ricciardo sur Red Bull, qui profite des pépins techniques des deux monoplaces germaniques et remporte sa première course dans la catégorie Rennes. Premier Australien qui s'impose depuis Jones. Bon, quelques chiffres. Darso n'a pas voulu le faire, il m'a dit ouais, genre, les chiffres, c'est pas trop mon truc, toi t'es en S, tu maîtrises. Et ouais. Donc, record de victoire, c'est Schumacher. Le meilleur tour, c'est Barrichello en 2004 sur la Ferrari en 1:13.622. Record de la pole établi en 2004 en 1:12.275 par Ralf Schumacher sur Williams BMW. Bon, alors les petits clous, pour les horaires, c'est en heure française, hein, vous m'excuserez. Les libres 1, c'est donc demain à 16h. Les libres 2, même jour à 20h. Libre 3, le 6 juin à 16h. Les qualifs, le 6 juin à 19h. La course, le 7 à 20h. Voilou, Xouy et les autres, si vous avez la chance de les voir, bah, c'est sur Canal, et les autres, bah, c'est en streaming. Et t'oublies pas quelque chose? Ah si, le circuit Gilles Villeneuve a accueilli plusieurs courses d'IndyCar et même une course de Nationwide, une division de la NASCAR en 2007. Mais non. Et moi? Mais non, je t'oublie pas. Je te remercie du fond du cœur, Nanaïs, car sans toi, rien de tout ça n'aurait été possible. Ah bah quand même. Bon allez, bon Grand Prix les gens. Allez, ciao ciao, bisous bisous.